Pour lancer la discussion, j'aimerais poser une question à Charles en ce qui me concerne. Est-ce que Charles, vous vous êtes intéressé, vous êtes penché sur le fait que Freud lui-même a utilisé le tarot dans un premier temps avant de se détourner et de rejeter tout ce qui était occulte, hein, Oui, contrairement à oui. Jung qui lui a creusé notamment, on le sait, du Yiking, etc., pour explorer son concept de synchronicité. Mais je me suis laissé dire que Freud, dans un premier temps, utilisait justement la symbolique des cartes de Oui, tarot oui. pour révéler le contenu psychique inconscient de ses Oui, patients. le premier, je ne sais pas si on m'entend, j'ai tapé sur le machin tout à l'heure, mais je pense que oui. On On vous m'entend. entend. Bon. Le premier ouvrage de Freud, c'est La science des rêves en 1900. Donc on est complètement, il parle de la science des rêves. Donc, mais ceci dit, vous trouvez encore aujourd'hui des bouquins d'interprétation des rêves. C'est pas contre-indiqué. Mhm. Euh, Donc oui, Freud a travaillé avec l'hypnotisme en particulier, et donc il a été confronté à la boîte de Pandore de la suggestion, de l'inconscient qu'il ne connaissait pas encore, mais qui est, à mon sens, c'est un événement monstrueux dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on a de temps en temps une modification depuis 10 000 ans et le néolithique. On a inventé l'agriculture, le tissage, la hiérarchie sociale, la poterie, etc. Et là, on vient quand même de mettre le doigt sur l'inconscient, mais c'est une nouveauté mais absolument renversante. C'est quelque chose de nouveau, mais réellement à un point mais fondamental, je dirais, dont on n'a pas, je crois, pris la mesure par rapport à notre civilisation humaine, et un truc qui aura des répercussions énormes dans les centaines d'années à venir, et puis pour toujours, je veux dire. Maintenant, de nos jours, à nouveau, on parle de cette part de nous qui est cachée. Et vous avez des quantités de tarologues qui ont une approche psychologique, effectivement, du tarot, qui vous aide à travailler sur vos intentions cachées, ou à vous révéler, à vous poser la question de faire votre examen de conscience. Donc, c'est vous-même qui accédez à votre propre directorat de conscience grâce au tarot. C'est une des applications du tarot. Effectivement, le tarot est de très bons conseils sur le timing, le cycle, quand dois-je me déclencher, quand dois-je faire ceci, me retenir, dois-je être patient, dois-je être sage, dois-je changer les roues de ma voiture, etc., etc., etc. Alors Kevin, est-ce que vous partagez cette interprétation, le tarot comme révélateur du contenu psychique inconscient? Il va pas Oui, dire non. complètement. Merci, Merci Charles. merci de confirmer. Je Je vais l'ai avoir, invité, c'est moi qui est venu. Non, c'est pas vrai. je vais avoir du mal à dire le contraire parce qu'en réalité, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de démocratiser autour de moi. Voilà, quand je discute avec des gens de ce sujet-là, c'est moi je me suis battu pendant très longtemps contre cette espèce de vision presque déifiée du tarot où on se dit il y a l'entité tarot qui réfléchit, qui pense et c'est lui qui nous répond comme si on discutait avec une divinité. Moi je suis C'est absolument vrai. pas d'accord avec C'est ça. vrai. Tu peux lui poser la question, tu peux dialoguer avec lui. Excuse-moi. Mais dans l'autre sens, en réalité, moi je vois ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour moi, c'est presque la création de ce qu'on va appeler un égrégore, c'est-à-dire une entité tarot qu'on a créée, C'est mais qui possible pour aussi. moi ne fait que, en réalité, ça n'est qu'un intermédiaire. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à ces travaux sur les champs morphogéniques ou les champs morphiques qu'on appelle de temps en temps. Mhm. Et cette idée que, alors pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'on peut essayer d'expliquer un peu, cette idée que tout autour de nous se trouvent toutes les informations du monde, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on peut vivre également, et qu'en réalité, par exemple, notre cerveau ne serait qu'un intermédiaire entre ces informations et nous. Par exemple, si je fais une analogie basique, vous avez une box ou un modem, vous avez un ordinateur et vous avez des sites internet. Eh ben, s'il n'y a pas de box ou de modem, rien ne relie l'ordinateur au site internet. Eh bien, cette box, c'est un peu notre cerveau. L'ordinateur, c'est nous et les sites internet sont toutes les informations qui se trouvent tout autour de nous. Et en réalité, tout existe autour de nous. Quelqu'un, par exemple, qui perdrait la mémoire, il ne perd pas la mémoire. La mémoire, elle existe partout. Mais c'est juste le décodeur qui bug. Et en réalité, le tarot, en tout cas à mon sens, ne fait que mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur et qui parfois est un peu trop subtil pour que ça soit dissible. Alors on a des expériences extrêmement intéressantes qui ont été faites par, entre autres par les Russes, mais pas que. On a une Française qui a beaucoup popularisé ça, qui s'appelle Yvonne Duplessis, et qui est la pratique de la dermo-optique.
Et la dermo-optique, c'est la capacité à pouvoir sentir des choses corporellement, physiquement, sans rien voir, juste en passant au-dessus de formes et couleurs, juste par le biais de la peau. Et ça met en lumière un vécu intérieur, c'est-à-dire on passe au-dessus d'un triangle rouge, on me dit voilà, je sens du chaud, on passe au-dessus d'un carré vert, bah, je sens du froid. Et voilà, on va créer un langage comme ça. Et pour les personnes qui ne savent pas si elles ont chaud ou froid, automatiquement, elles vont se diriger vers la forme qui va répondre à ça. Et en fait, je pense que le tarot ne fait que ça, c'est une espèce d'intermédiaire entre l'information qui existe partout autour de nous et nous avec notre conscience. Donc du coup, oui, je suis complètement raccord avec Charles. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec Kevin. Très intéressant. Alors, on va passer aux questions de nos internautes à travers lesquels on passera du tarot au manci, à la divination, etc. Donc, on va revenir un peu sur tous les sujets dont on a parlé ce soir et j'espère aussi sur ceux dont on n'a pas pu parler parce qu'il y a tellement de choses dans l'histoire de la divination. Alors, Vanessa nous demande ce que vous pensez des simonies et de leur condamnation au tout début du christianisme. Est-ce que c'est le côté purement marchand qui a été condamné ou bien l'aspect pouvoir? On en a parlé un petit peu de cette condamnation du pouvoir, effectivement, et du lien avec le polythéisme. Les simonies, vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Il me semble que c'est la concussion, la collusion entre les intérêts d'argent et la direction spirituelle. Il me semble que c'est ça, simoniaque. Sinon, je vous fais une recherche sur un écran à côté. Il va falloir faire une recherche. Bon, vous voyez, on m'a dit n'utilise pas de mots scientistes, sinon on va tomber dessus. C'est un piège pour nous. La simonie. La simonie, c'est une collusion entre argent et... L'achat et la vente de biens spirituels selon... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est une collusion entre le matériel et le spirituel. Enfin bon, autant qu'on puisse faire une distinction, mais Platon et Plotin l'ont faite. Alors bon, Platon un peu moins que Plotin, mais Plotin, il a verrouillé le truc. La matière, l'esprit, la matière, à tel point que c'était tellement entré dans les intellects occidentaux qu'on était obligé d'inventer la colle du père-esprit, qui a été infusée comme ça au XIXe siècle. Bon, t'es d'accord, Kevin? C'est Kardec qui a mis ça. On va mettre le père-esprit pour que ça colle, sinon ça marche pas. Alors que la matière est pleine d'esprit. Enfin bon. Ouais. Non, je suis pas. Alors, une question de Dany qui nous demande, c'est une question façon œuf et la poule. Qui est venu en premier dans la chronologie entre les noms des dieux et des déesses grecs et romains et les noms des planètes? Ah, excellente question. Si tu m'autorises un petit premier mot, puis je te laisse te lancer après. On a quelque chose de très oui, on a quelque chose de très intéressant justement sur les plus anciens textes qui existent, qu'on retrouve à Sumer, qui est justement cette analogie où quand on parle des dieux, on fait référence aux dieux comme des astres, des astres et pas des astres. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à, en fait, il y a eu cette fusion qui s'est faite entre l'histoire que l'on raconte des divinités et l'histoire que l'on raconte des planètes. Par exemple, si vous prenez même ne serait-ce que le texte égyptien où on arrache l'œil d'Horus, c'est aussi une métaphore pour la destruction d'une planète qui se trouvait présumément entre Mars et Jupiter et qui a donné lieu à la ceinture d'astéroïdes et qui aurait éjecté un corps dans l'espace, qui est devenu un astre errant, qui a provoqué des cataclysmes absolument épouvantables et qu'on appelait l'œil du son et qui terrifiait les populations et qui finalement s'est fixé et est devenue la jolie planète Vénus qu'on appelle la planète de l'amour, alors que dans les anciens textes c'était une planète qui foutait la trouille à tout le monde, qui était la planète de la guerre. Et en fait on a illustré ça par l'histoire d'un dieu, mais est-ce que ça s'est vraiment passé chez les divinités? On ne sait pas réellement, c'est possible. Est-ce qu'on croit aux anciennes divinités ou pas? Si on y croit, oui, il y a certainement un rapport, mais voilà, de qui ça vient? Les dieux d'abord ou les planètes? Je pense davantage aux planètes. Mais après, c'est qu'un avis personnel, je peux ne l'étayer par rien. Donc, en fait, les dieux, ce sont des puissances. Vous avez chez les Égyptiens, vous avez deux piliers à l'entrée des temples, qui sont l'un les puissances, l'autre les principes, les archétypes. Donc l'un puissance, l'autre principe. Et les puissances, c'est les dieux. Donc à partir du moment où vous reconnaissez des attributs, etc., après vous les collez. Mais j'ai travaillé là-dessus et c'est pour ça que j'ai sorti ce bouquin qui s'intitule Les 7 degrés d'initiation. En fait, vous avez une numérologie, vous avez une segmentation de l'individu, vous avez en 7 niveaux ou en 7 chakras que vous retrouvez sur les ziggourats. Donc en fait, ils avaient parfaitement identifié et chaque degré et chaque couleur des ziggourats correspondait évidemment à une planète. Alors, vous pouvez expliquer ce que sont les ziggourats? Les ziggourats sont les édifices cultuels, sont des terrasses à étages qu'on trouve chez les Mésopotamiens. Il y en avait une seule par ville.
Et donc, ça faisait environ 90 mètres de large sur 90 mètres de haut, avec des étages qui n'étaient pas tout à fait constants. Et chaque étage étant peint d'une couleur. En haut, c'était donc Mercure, c'était le bleu, et en bas, c'était Saturne, le noir. Donc, en fait, et alors, ça correspond au chakra avec des petites subtilités parce que l'étage du haut, Mercure, c'est pas Sahasrara, c'est pas le chakra 7, c'est pas le 7e étage. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, il faut lire le bouquin. Non, parce que ça ne répond pas à la question. Astucieux. De surcroît, on s'écarte de la question. Élise nous demande justement quel lien vous faites avec le terme spiritualité dans vos recherches. Spiritualité, vous avez un passage dans la Bible où Jésus exprime qu'on reçoit la parole tombe sur un terrain sec, elle va pas nourrir, va pas fleurir, un terrain difficile et elle arrivera peut-être à croître, ou alors sur un terrain aisé, mais elle peut croître et elle peut péricliter. Et si vous changez le mot parole par le mot spiritualité, vous avez tout à fait un très beau panorama de ce qui se passe de nos jours où la spiritualité devient de plus en plus un mot commun et une espèce de champ d'identification, mais où en fait les personnes qui sont à l'intérieur se réclament d'un label, mais n'ont pas forcément une attitude ni évoluée, ni volontaire pour s'améliorer elles-mêmes, une espèce de réclamation d'un background et d'un contenu spirituel et de certaines vérités profondes, y compris par rapport au monde invisible, qui se partagent, je le rappelle, et c'est la religion des origines, en obscurité et en lumière. Donc ça c'est très important, c'est quelque chose à la base, donc il faut choisir ton camp camarade, il faut savoir si on va aller vers la construction ou vers la dissolution. Je dis pas ça vers la dissolution parce que ne sera cassé et refondu que celui qui est mal cristallisé. Donc en fait quelqu'un peut avoir enfin ça je laisse ça c'est très subtil. Ça nous amènerait très loin. On va répondre à d'autres questions. L'autre question, la question, je la pose à Kevin malgré tout. Est-ce que justement, enfin, je l'ai peut-être mal formulé pour ma part. Quelle est la place qu'occupe la spiritualité dans vos recherches? Oh, moi, je pense que j'aurais une réponse un peu moins érudite. Un peu plus basique, je peux faire les choses basiques. Pour moi, la spiritualité, moi, je prends toujours l'étymologie parce que j'ai un amour des mots et pour moi, c'est vraiment ça, c'est à ça que je me raccroche. Ouais. La spiritualité, ça vient de spiro, ça veut dire souffler, respirer. Et pour moi, quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui nous permet de nous détendre, c'est-à-dire on souffle, on respire et d'un coup ça va mieux. Et pour moi, le tarot, c'est quelque chose qui me permet de respirer et de souffler, de me détendre sur mon quotidien, même les arts divinatoires en règle générale. Et me détendant en respirant, pour moi, c'est une forme de spiritualité. Ça me relie à moi-même, à simplement à ce qui est bon pour moi. Et je pense que aujourd'hui, les gens sont malheureux peut-être parce que alors ça c'est quelque chose dont je parle énormément dans mes bouquins et puis dans mes cours. C'est le malheur des gens vient de la confusion qui existe et qui est une confusion dramatique entre les besoins et les envies. Et lorsqu'on arrive à identifier réellement les besoins et à mettre de côté les envies, d'un coup ça devient beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Je pense que moi la spiritualité elle se trouve là. Très bien, merci beaucoup Kevin. Vous pouvez enchaîner avec une réponse peut-être à Patricia qui pose une question tout à fait intéressante parce qu'elle dit que le tarot est donc basé sur des images qui sont décidées par des hommes, alors que les astres ne sont pas humains, ce sont donc des formes naturelles. Et personnellement, pour Patricia, elle accorde plus d'intérêt, plus d'importance à l'astrologie qu'au tarot. Est-ce que c'est une opposition qui a du sens selon vous? Ça a du sens et en même temps, les deux sont extrêmement proches. Les deux sont pas si antinomiques que ça, parce qu'en réalité, c'est vrai que le tarot est un outil humain, ce sont des images qu'on a dessinées, mais le sens que l'on a donné aux planètes est humain. Le sens, pourquoi est-ce qu'on a dit Jupiter, c'est Zeus, pourquoi est-ce qu'on a dit Saturne, c'est Chronos, pourquoi est-ce que ça, ce sont des choses humaines et ce ne sont pas... Je suis pas tout à fait d'accord. Les expériences de Lily Kolysko ont montré, par exemple, que lorsqu'on a des synodes, c'est-à-dire des alignements de planètes, on a des remontées de sel, par exemple le plomb, le sel de Saturne. Si Saturne est en synode avec d'autres planètes par rapport à la Terre et le Soleil, les sels de plomb remontent ou ne remontent pas dans des languettes de papier, dans des solutions de plomb. Donc le métal du plomb, qui est le métal de Saturne, est plus ou moins favorisé par la position de la planète. Ah ben bien sûr, tu as des influences, bien entendu, les astres vont influencer ce qui se passe ici. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est humain, c'est le fait de donner cette appartenance-là. Pourquoi est-ce qu'on a dit le fer c'est Saturne? Pourquoi est-ce que tu vois, il y a le fer c'est Mars. Ce sont des choses qui viennent de nous, ces appartenances-là, le fait de créer des liens, de faire des analogies. N'oublions pas que l'homme est un esprit parmi les autres et lorsqu'on parle d'anthropocentrisme, on est un petit peu
perdu, je crois, par la vague de déni sur l'anthropocentrisme. Il faut faire très attention parce que je pense que l'esprit humain n'est pas un esprit humain, il est un esprit universel et il se manifeste à travers l'humain, à travers nos corps, mais bon. Et de même pour le tarot, donc. Quand même, oui. Ben c'est blanc bonnet et bonnet blanc, hein. C'est-à-dire que l'excuse qu'on va trouver à l'un ne peut que valoir à l'autre, sinon Oui. l'une et l'autre vont s'infirmer. Beaucoup d'identification psychique de toute façon entre tous ces rôles, ouais, bien Ouais. sûr. Mais je pense qu'en fait la question un peu de Patricia, c'était peut-être, voilà, par exemple, on peut se tromper quand on utilise des tarots, ou un tarot peut être mal dessiné ou mal interprété, tandis que les planètes. On peut. Oui, on peut aussi mal interpréter les planètes. Hein. Je veux dire, ouais. je ne vais pas donner de noms d'astrologues célèbres qui ont juré à certaines personnes que le 11 septembre 2000, je sais plus combien, 2001, je crois, tout allait très bien et que les États-Unis allaient bien se porter. Bon, je suis pas tout à fait persuadé que ça soit aussi une science exacte. On peut dire que les deux pratiques reposent de toute façon sur une symbolique et que ce qu'on fait dire aux planètes, c'est aussi humain par définition. Bien sûr. Même Paul Le On peut Poulpe. dire à la position des planètes. Même Paul Le Poulpe, paix à son âme. Ah, il s'est trompé. Alors c'est drôle parce que arrivé. c'est drôle parce que par rapport à ce que vous avez dit, le fait de dire que justement les planètes ont un côté aussi humain, moi je suis en train d'écrire mon prochain bouquin qui devrait sortir, je sais pas encore quand il sera fini, on verra bien, et qui est justement un bouquin d'astrologie et ça s'appelle l'astrologie des mini-mois. Et en fait, oui. je mets chaque planète en analogie avec moi ce que j'appelle des parts, c'est-à-dire un peu ce que Jung aussi appelait les parts, c'est-à-dire des micro-personnalités qu'on a en nous, qui a chacun une manière de s'exprimer, un désir, quelque chose, une peur, une blessure. Et moi, je mets en analogie justement chaque planète avec une de ces parts-là et de ces caractères. Donc je pense que oui, c'est en réalité probablement humain. Bon, écoute, c'est bien, mais alors lis mon bouquin, comme ça tu pourras me citer en plus. Charles. T'en as déjà lu un, alors t'en as déjà lu l'un. C'est vrai, tout à fait. Vas-y encore. Alors, je te le dédicacerai, je te le dédicacerai. Voilà une question pour vous, Charles. Il vous demande pourquoi vous utilisez le terme de paganisme plutôt que animisme. Ah, parce que c'est des païens selon le paganisme, c'est la religion des païens selon la religion chrétienne qui s'est imposée en 507 à la bataille de Vouillé. Monsieur Clovis a dit que désormais l'Occident serait chrétien. Absolument. Et donc Paul sous-entend que vous adoptez un point de vue chrétien en utilisant le mot de paganisme. Est-ce que c'est un choix délibéré de votre part? Ah oui, de toute façon, nous sommes chrétiens et nous le restons, nous le resterons, parce que de toute façon, il y a suffisamment d'ésotérisme là-dedans pour qu'il y ait encore à bien étudier les choses. Et l'Esprit Saint n'a pas encore dit son dernier mot, bien qu'il y ait actuellement de graves problèmes, une maladie interne de déliquescence dans ce pauvre clergé chrétien. Alors, on a parlé tout à l'heure de convention, les autres clergés aussi d'ailleurs. Convention mentale, il me semble. La façon d'utiliser les supports divinatoires reposait aussi sur une codification, une convention mentale. Je crois que c'est ça le terme dont veut parler Sophie quand elle parle de codation mentale. Il me semble pas que vous ayez utilisé cette formule. Convention mentale. Convention mentale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que vous accordez une valeur à la carte et qu'elle va rester la même. C'est-à-dire que si vous devez trouver, par exemple, que vous allez partir en voyage et que vous savez que la lame numéro 13 convient assez bien à ça, puisque c'est le renouvellement d'un cycle par le passage d'une légère épreuve, d'une légère perturbation, ça peut coller avec le 13. Et donc, vous retournez la lame 13, ça ne veut pas dire la mort. Par convention mentale, vous savez que ça veut dire voyage. Et effectivement, ça colle avec un voyage qui va se réaliser. Ouais. Et pas une mort. Voilà. C'est ce que j'appelle le dictionnaire français tarot français. Mais voilà, tout à fait. Qui reste à écrire peut-être par vous. Il s'écrit partout. Il s'écrit partout. Il s'écrit par la pratique du tarologue qui donne un sens à ce qu'il doit lire, ce qu'il veut lire. En un seul volume. Alors. Avec Tanis. Autre question. Merci. Oui, Kevin, vous avez fait allusion à des lames qui manqueraient finalement dans le tarot. Oui. Albéric nous demande quelles seraient ces lames manquantes. Alors le problème, c'est que on a des idées, mais on ne sait pas parce que vraisemblablement ces cartes n'ont. Alors très attention dans ce que je vais dire. Ces cartes n'ont vraisemblablement jamais existé. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé un jeu de tarot dont on a ensuite enlevé les cartes. On est parti sur une matrice.
Attends, j'y viens après, t'inquiète pas Charles, je termine. Je t'ai vu partir sur starting. Let's go, let's go. En fait, on est parti sur une matrice qui était de 24 images, 24 arcanes, qui n'était pas un jeu de tarot, ce n'était pas encore le tarot que l'on connaît. On avait 24 éléments avec le soleil, la lune, le pendule, le char, le menteur tricheur, le pape, le diable. Voilà, donc on a toujours les archétypes, les mêmes qui reviennent en permanence. Et on a deux éléments. Il y en a la première, c'est le long, loin, longtemps, la pénibilité, le fait de quelque chose de dur sur la longueur. Et la deuxième, c'est la carte c'est la thématique de l'eau. Alors ça peut être l'eau, mais ça peut être aussi l'idée du barrage, de résister, mais ça peut être aussi l'idée de s'infiltrer de quelque chose de sinueux qui rentre partout. Sauf que ça, lorsque ça s'est propagé et que c'est devenu le tarot, pour l'instant, à ce jour, nous n'avons retrouvé aucun tarot où il y aurait eu ces deux cartes. Par contre, la matrice d'origine, oui, on sait que la matrice est bien à 24 et on a effectivement les représentations des deux éléments qui manquent, mais est-ce que... le sens, pas la présentation. Oui, le sens. Mais est-ce que par contre on a déjà créé un jeu de cartes à 24? Je ne sais pas. Moi par contre j'ai une intuition qui est que les deux éléments qui manquent ont été compés dans des autres cartes du tarot. On en avait parlé et je pense qu'il a été réutilisé puisqu'il y a... Oui, tout à fait. Mais bon, on en parlera, on va se disperser. Mais oui, on peut travailler dessus. Et Kevin et moi-même on va probablement faire quelque chose là-dessus. Oui, parce que non, c'était assez drôle pour la petite histoire. On s'est retrouvé avec Charles et puis un peu de fil en aiguille, on s'est retrouvé à parler de ça et on s'est retrouvé d'accord tous les deux sur cette thématique que ces deux cartes manquantes ont certainement été réimprimées, enfin remises, en tout cas recomposées dans d'autres cartes du tarot déjà existantes. Et Patrice Serre, donc, qui est à l'origine de ça, donc qui a fait les recherches préliminaires et qui a payé de sa personne, parce qu'en tant que chercheur, en plus, il est allé à des endroits qui étaient très très difficiles d'accès. Il est d'accord aussi. Il dit pas non. Il attend de voir. Il attend que ça se précise. Ouais. Donc on travaille. Voilà, on cherche. C'est en chemin. Voilà. Alors une question de Nathalie sur la carte du monde. La femme, debout dans une couronne tressée en forme de mandorle, est entourée du bestiaire lion, taureau, aigle, ange. Les évangélistes. Qui symbolise aussi le sphinx. Le tétramorphe. Alors laissez-moi finir la question qui est un peu longue. Qui symbolise aussi le sphinx, dont la maxime est oser, vouloir, savoir, se taire. Ce bestiaire entoure aussi le fameux carré magique du Notre Père, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Que pouvez-vous nous dire sur cette carte? Certains écrivent aussi que l'arcane du monde correspond à la parousie. Alors, le monde, le voici donc, il est pas loin. Il s'était pas caché. Effectivement, vous avez donc les tétramorphes autour et j'ai étudié ça donc dans le chapitre 21 des sources du tarot, puisque alors bon, donc c'est air, eau, terre, feu et c'est une fois de plus eau, lumière, amour et excusez-moi, conscience, lumière, amour et fusion, vie. Voilà. Donc ça représente ça. C'est le nombre 4, ce sont effectivement la puissance du nombre 4 dans ses émanations, dans ses qualités. Ça a été placé là parce que de toute façon c'est la meilleure lame. Il faut bien concevoir donc que la mandorle, c'est en fait le zodiaque. Tel que ça apparaît sur un vase mitraïque dont je publie la photo dans le chapitre 21, etc. D'autres détails encore. Enfin, cette lame, donc je l'ai un petit peu épluchée et commentée. Merci pour la question, elle est effectivement très intéressante. S'agissant d'une lame, et donc comme il y en a 22, on prendrait beaucoup de temps à toutes les commenter. C'est sûr. Un mot sur la parousie. Parousie, Kevin. Est-ce que vous faites un lien Non. La parousie. Non, la parousie, c'est Mahabharata, reviens Seigneur, etc. Ils ont commencé à demander le retour de Jésus très très vite, très très rapidement. Il n'est pas venu. On sait très bien qu'il ne reviendra pas. C'est un gros problème, apparemment. Ou alors il est déjà venu, ou alors il a raté son deuxième coup, quoi. Je comprends pas. Il n'est pas. Donc la parousie, c'est le retour du Christ. C'est le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus.
oui. Je pense que Pas même, forcément- même, pas même forcément avant de, Mahabharata. mais je pense que même avant de s'interroger effectivement sur le rapport entre la carte du monde et la parousie, je pense que la question serait déjà qu'est-ce que fout une femme quand même au centre de la Mandore, là où on est censé trouver Jésus. C'est Donc pas une peut-être femme. qu'on attend le retour d'un homme et que en réalité ça pourrait très bien être une femme. Pourquoi est-ce qu'on Ah, on se intéressant. cantonne à cette Oui. idée de trouver un homme dans l'image du Christ? C'est Non, c'est toujours une femme. cette tradition paternaliste. C'est pour ça que je disais que c'était pas forcément le retour de Jésus. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas Mahabharata, ils disent pas ça, ils disent qu'est-ce qu'ils disent les gars qui invoquent la parousie? C'est une formule. Oh, Je ne peux pas te dire, je suis désolé. mais si, la formule est très très connue. Ils le récitent même maintenant lors des offices chrétiens. Bon, peu importe. Je me lève pas pour aller chercher le bouquin parce que c'est dans mon bouquin précédent. Mais j'oublie ce que j'ai écrit. Alors bon, faut pas. Il y a C'est trop d'informations. La personne Trop ne pouvait pas d'informations. savoir. Alors, Charles, une question pour vous, Ouais. par Guy. Envoyé. Sur le volet historique, que pouvez-vous nous évoquer par tranche de 200 ans entre Clovis et Colbert, entre les rapports entre État et devin? Pourquoi Oui. tant d'incompréhension de bûcher de cabale? Ouais. Alors on arrive chez les Mérovingiens et puis on arrive je dirais qu'on a une espèce d'abîme total de l'intellectualisme occidental, bien qu'on ait des gars comme Alcuin, etc. Mais c'est des épiphénomènes, sachant donc que le système éducatif antique, donc périclite, qui était très très poussé, hein, qui ressemblait un petit peu au nôtre, hein, parce que et les gars qui avaient des enseignements supérieurs, des écoles primaires, etc. Henri-René Marou s'est occupé donc de cet aspect de voler des choses. Donc ça se perpétue un petit peu jusqu'à la période médiévale qu'on connaît mieux, qui est un petit peu plus récente, qui est le médiévalisme du XIIe siècle, où on a le retour, on va voir le retour alors la constitution de la chevalerie, mais en même temps la constitution de la clergerie, c'est-à-dire de l'idéal d'intellectuel ayant une certaine droiture. Ça c'est très important parce qu'il y a une déontologie de l'intellectuel dans la clergie, avec des théorisations qui se constituent en même temps que se créent les universités. Et les universités au départ donc sont des études de la Bible, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont dit ces choses-là dans cet ordre-là et pourquoi c'est si difficile à comprendre. Ensuite, on arrive assez rapidement donc effectivement à la Réforme, Luther qui déteste l'astrologie, et Colbert qui va sortir l'astrologie de l'université lorsqu'il prend le pouvoir avec Louis XIV, c'est-à-dire lorsqu'ils abattent Fouquet dans les années 1700, c'est la cour de Saint-Germain, il n'est pas encore à Versailles, c'est 20 ans avant. Ils ont 23 ans tous les deux, ils sont pleins, ils ont les dents qui sont comme ça, qui baignent, et Fouquet, lui, c'est un vieux monsieur qui va se faire abattre. C'est un vieux. Et en plus, il a des copains comme Lully, La Fontaine, il a toute une cour de joyeux artistes que le roi Soleil va récupérer. Et ce qui se passe ensuite, c'est l'affaire des poisons. En 1770, éclate une espèce de conspiration. Enfin, c'est pas une conspiration. Il se vend des poisons et puis on se fait des empoisonnements. Il y a toute une enquête qui est diligentée à Paris et qui débouche chez les astrologues aussi, alors la police de Louis XIV est en pleine constitution sous l'égide de Monsieur Larénie, qui est donc le père de la police moderne, et ils vont faire des informations chez les astrologues et ils condamnent définitivement l'astrologie un peu plus tard vers 1780, au moment où Louis XIV emménage à Versailles. Il a 44 ans, il brûle les dossiers, il exile des gars, mais alors pire que la Bastille, hein, c'est du style le Basque de Fer ou Fouquet à Pignerol, il n'y a même pas de jugement, il ferme des trucs, et à ce moment-là, il décide non seulement ils ont sorti l'astrologie en 1760, et là, ils condamnent carrément l'astrologie d'enseignement, c'est fini, il ne faut plus qu'on en parle, et les pays limitrophes en Europe font pareil, c'est-à-dire qu'ils prennent la mode, ils disent non, l'astrologie c'est fini, on n'en veut plus. 1780. Voilà. Après, vous avez le tournant du rationalisme, vous avez les Lumières qui effectivement vont écraser. Alors, mon ami Jacques Fabry, je dis mon ami Jacques Fabry, on a des vidéos de lui sur Baglis TV. Il est décédé de nos jours. S'était attelé à une histoire de l'athéisme récent. Il y a une histoire de l'athéisme qui existe. Je me demande si c'est pas Roger Mimois qui l'a fait. Donc on a là la marche, je dirais, de la constitution du rouleau compresseur du scientisme triomphant, du matérialisme. Alors on n'est plus dans la question, mais merci Charles, puisque vous évoquez Baglis TV, c'est grâce à leurs moyens techniques
On réalise cette émission. On a une question de Nicolas qui est intéressante. Comment expliquez-vous que l'on ne voit bien les astres que la nuit, dans l'obscurité? N'est-ce pas une invitation à identifier son ombre afin de trouver la lumière? Référence à Jung, bien sûr. Oui. Il y a une, rien à voir, hein, comme on dit chez nous, je saute du coca light. Je- il y a une conférence qui est très intéressante de Hubert Reeves qui s'appelle Pourquoi la nuit est-elle noire? Je vous invite à écouter, elle est fascinante. Ça répondra déjà à la question de pourquoi effectivement on ne voit pas la lumière la nuit. Oui, la question est intéressante. Je pense que il y a vraiment cette dichotomie entre le fait de faire et le fait de ne pas faire. Et quand on ne fait pas, on peut recevoir. Et je pense que le jour, lorsqu'on est à la lumière, on est effectivement en action, en activité, on va au travail, on s'occupe de donner à manger, on fait la cuisine, le ménage, etc. Donc on n'est pas en capacité effectivement de pouvoir recevoir des choses. Et le moment de la nuit, on peut effectivement arrêter nos activités et puis simplement se concentrer sur ce que l'on va recevoir, sur ce que l'on va pouvoir observer. Et moi, j'aime beaucoup la couleur du ciel parce que la nuit, elle n'est pas entièrement tout à fait noire. C'est une espèce de bleu marine très foncé. Dans le langage des couleurs, on appelle ça de l'indigo mature. Et l'indigo mature, c'est la couleur qui correspond justement au centre énergétique du troisième œil, donc le chakra du front. Et c'est grâce à lui que l'on va faire de l'introspection. Que l'on va donc introspection, c'est on va regarder à l'intérieur de nous, et c'est quand on regarde à l'intérieur de nous que on va écouter et entendre notre intuition, parce que le mot intuition, ça vient du latin intuere qui veut dire regarder à l'intérieur. Et donc voilà, le fait de se retrouver devant cette espèce d'immensité indigo comme ça, nous remet face à nous-mêmes et face à l'écoute qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et moi, je n'ai pas de religion, rien du tout, mais il y a quelque chose de très intéressant qui vient de la Bible, qui est l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à écouter, à regarder et à simplement recevoir plutôt que d'être simplement dans l'idée de faire. Et je crois que c'est à ce moment-là que vraiment le moment de pause et d'interrogation et simplement de contemplation peut nous apporter des éléments intéressants sur nous, ou pas d'ailleurs. Il y a des gens par exemple qui sont extrêmement angoissés face à l'idée de regarder l'immensité de l'univers et les galaxies. Ça les met dans un état pas très globe, quoi. Donc après, ça dépend effectivement des gens et du vécu. Cette introspection dont vous parlez, pardon, est-ce qu'elle passe aussi par justement l'exploration de sa part d'ombre, qui était aussi la question? Oui, c'est-à-dire que ça rejoint un petit peu la pensée chamanique qui est que nous avons une part humaine qui est assez correspondante au côté lumineux clair que l'on voit, la chose que l'on présente, et on a une part animale un peu bestiale qu'on a à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le tarot, c'est-à-dire que quand vous prenez le tarot, vous avez 2 lames. Vous avez la première c'est le numéro 18 qui est la carte de la lune, et celle d'après qui est la carte du soleil. Donc on a le côté nocturne et on a le côté diurne. Et dans le côté nocturne, nous n'avons pas d'humains, nous n'avons que des animaux. On a 2 loups, 2 chiens loups, on ne sait pas trop, et une écrevisse, tandis que dans la carte du soleil, les loups se sont transformés en hommes. Et il y a un mythe que j'aime beaucoup, qui est un mythe germanique, où on raconte l'histoire de 2 dieux, Mungarm et Fenris, ou Fenrir de temps en temps, qui les deux ont un côté anthropomorphique, mais lorsqu'ils se battent tous les deux, ils se transforment en loups, et au moment où ils se battent, la lune passe devant le soleil et provoque une éclipse. Et quand la lune repart et que le combat s'achève, ils reprennent une forme d'homme. Et on voit effectivement ça dans ces 2 cartes. Et je pense que l'idée de rentrer dans notre part d'ombre, c'est explorer l'aspect et animal et bestial, parce que c'est pas la même chose, mais vraiment les deux, et de pouvoir explorer quelque chose qui est un peu déconnecté du cerveau rationnel et logique qu'on utilise tout le temps pour rentrer dans le cerveau reptilien qui est beaucoup plus basal. Et à ce moment-là, on peut vraiment se poser les bonnes questions, s'interroger sur nos vrais besoins, et peut-être explorer des dimensions de nous qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas pu explorer ou sur lesquelles on s'est jamais interrogé. Donc oui, l'idée d'aller explorer notre part d'ombre, je pense qu'elle est complètement indispensable. Puis ça peut se faire avec la nuit, mais ça peut se faire avec plein d'autres choses. Vous avez des gens qui font par exemple des séances de rebirth où on leur font revivre le moment de la naissance. Il y en a d'autres qui font du yoga avec la respiration du feu pour expurger. C'est peut-être parfois assez violent. Donc il y a plein de moyens. C'est pas uniquement la nuit, mais c'est avec la nuit c'est particulièrement intéressant. Et le tarot permet ça aussi, par sa symbolique. Complètement. Il révèle nos noirceurs, nos peurs.
Complètement. Nos craintes. Moi, j'avais feu mon ami Jean-Claude Flornoy, paix à son âme, qui avait fait un énorme travail sur le tarot et qui lui disait le tarot c'est un jeu qui est opératif, c'est-à-dire qu'il y a une véritable fonction, un fonctionnement avec ces cartes et que lorsqu'on les observe, il se produit des choses en nous parce que ça nous relie à certains éléments de notre histoire, de notre vécu, des choses plus ou moins agréables. Et lui racontait cette histoire où il peignait les cartes, mais il les peignait sur un très très grand format, hein, c'était 1,50 m ou presque 2 mètres de haut, donc c'était gigantesque. Et donc un jour, il fait un repas avec des proches, et donc la personne qui fait le service passe plusieurs fois voilà dans le couloir pour amener à manger à la table avec les invités. Puis au bout d'un moment, voilà, Jean-Claude regarde sa montre en disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait un moment qu'elle est pas là, on attend le fromage et ça ne vient pas. Et il se rend à la cuisine et il trouve la pauvre dame absolument en pleurs et lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit c'est à cause de la carte, la grande carte qu'il y a dans le couloir, et il avait accroché dans son couloir une immense carte de l'amoureux. Et la pauvre femme pleurait toutes les larmes de son corps. Elle lui dit mais qu'est-ce qu'elle a la carte? Elle dit c'est mon amoureux qui est parti avec une autre, et donc elle avait revu quelque chose dans cette carte-là qui avait fait un peu office de catharsis, où soudainement elle avait rejeté ce qu'elle avait pas digéré dans son histoire. Et c'est là où on voit que le tarot, oui, est très opératif. Il y a quelque chose de, ça revient un peu sur la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est initiatique ou pas? Oui, je pense que ça l'est complètement, parce que l'initiation, c'est pas forcément d'aller chercher des trucs complètement allumés dans des bouquins séculaires. C'est parfois simplement le fait de regarder aussi à l'intérieur et de voir, ah tiens, il y a une zone d'ombre à cet endroit-là. Ok, si je vais gratter, qu'est-ce qui se trouve en dessous? Là, c'est intéressant. Et le tarot nous permet en partie de faire ça. Pas que, mais entre autres. D'accord, très bien. Le père Hank qui nous demande s'il n'y a pas un risque d'entretenir une forme de dépendance quand on consulte des tarologues, des voyants, toutes sortes de devins, parce que les consultants finalement ne sont pas désincités à faire un propre travail, un travail sur eux-mêmes et à se fier à leur propre intuition. Oui, enfin oui oui et non, hein, les deux, mon colonel. Je pense qu'on peut répondre, oui, c'est vrai qu'il y a un gros risque d'addiction. On le voit, hein, des gens addicts, il y en a énormément. Vous prenez l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, reçoit très fréquemment des témoignages de gens qui sont tombés dans des panneaux monstrueux. Oui, ça c'est clair, le risque existe. Moi, je sais que les personnes que j'ai en consultation me demandent à chaque fois quand est-ce qu'on peut se revoir, la semaine prochaine. Vous êtes non, pas au moins pas avant 2 mois, le temps de laisser bien le temps s'écouler. Mais je pense que de l'autre côté, oui et non. Je pense qu'on peut extrapoler aussi. Pourquoi est-ce qu'on va à la boulangerie pour acheter son pain? On n'est pas capable d'acheter de la farine, de faire son eau et de préparer son pain soi-même. Et pourquoi est-ce qu'on va acheter de la farine? On peut pas aller cueillir du blé ou en faire pousser dans le... Voilà. Donc je pense qu'après on peut vraiment étaler ça à tous les domaines. Et à partir de là, l'idée de déléguer une tâche à quelqu'un d'autre, oui, il y a un risque de dépendance, au même titre qu'il y a des gens qui achètent de l'alcool, des cigarettes, ou qui passent leur vie au cinéma ou autre. Les dépendances existent partout. Dès l'instant où on va déléguer le pouvoir à quelqu'un d'autre, il y a un risque d'emprise. Mais c'est pas parce qu'il y a un risque d'emprise que c'est forcément qu'il faut forcément s'en départir. C'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Il faut rester en juste mesure. Mais l'idée de effectivement d'aller voir un consultant, oui, le risque est grand, mais en même temps, il peut faire aussi ce que les gens dans leur vie de tous les jours n'ont pas forcément fait. C'est-à-dire que moi, si je vais au musée, enfin, je vais pas au musée, mais si je vais voir une exposition, que je vois une belle peinture, j'ai envie d'acheter la belle peinture, je me dis pas oh bah tiens, franchement, je ferai l'effort d'apprendre la peinture, dans 10 ans je serai capable d'en faire autant, économisons l'argent, achetons de la gouache à la place et puis on va faire avec. Je pense que voilà, c'est aussi peut-être chacun son boulot. Il y a des personnes qui ont fait ça depuis des années et qui sont devenues experts dans ce travail-là. Après, ça veut pas dire que malheureusement il n'y a pas des charlatans. On en a parlé tout à l'heure avec les charlatans. Beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est surtout une question d'éthique, de la pratique, de la part de pratique. Oui. Et la loi est là, la loi encadre les débordements et les abus. Hein. Si la question d'héritage, etc., le mot existe pour bien dire ce que ça veut dire. Des personnes fragiles, il y en a partout. La dépendance, il y en a partout. Justement, les législateurs travaillent sur les questions des abus de nos jours, et tout ça est de plus en plus encadré. Il faut pas non plus avoir très peur d'arcandier, d'escrocs. Alors la question portait aussi sur le fait que la personne doit faire un travail elle-même sur sa propre personne. Donc on parlait d'introspection. Faut pas rêver. Hein, quand vous allez voir un tarologue, de toute façon, il va pas faire le boulot pour vous. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que les gens s'attendent souvent à ça. Ils s'attendent à sortir de chez le tarologue en disant hop, c'est bon, il y a plus de problème, tout va bien. Non, beaucoup de thérapie.
On a juste, c'est-à-dire, on rentre en consultation parce qu'on ne sait pas où on est et on ne sait pas où on va. Le tarologue ne fait que dire ce chemin-là par rapport à ce que vous voulez est le plus approprié, mais c'est pas le tarologue qui va faire le boulot. C'est pas lui qui va avancer. C'est à l'autre de faire le chemin. Mais aussi, ce qui est important, parce que là, la question porte également sur l'intuition. L'idée est de savoir est-ce que j'ai quand même suffisamment d'intuition pour être capable de me rendre compte que ce que m'a dit le tarologue est bon ou pas pour moi. Vous allez voir des tarologues qui vont vous dire ça, c'est la meilleure solution pour vous, et vous vous dites oui, c'est vrai. Logiquement, c'est peut-être la meilleure, mais moi, j'ai pas envie de ça, c'est pas bon pour moi pour l'instant. Ça, après, c'est vrai que c'est aussi le consultant, enfin le tarologue sur qui on va tomber. Moi, c'est pour ça que j'ai fait de la psychologie à l'université. J'ai lu beaucoup de choses sur le développement personnel, le coaching, etc. Parce qu'on peut pas partir dans ce genre de domaine en ne sachant pas comment ça fonctionne. Et en se disant juste, je sais lire des cartes, voilà, si on a un minimum justement de décence soi-même, on se rend compte très rapidement de l'influence qu'on peut avoir sur la vie des gens. Tout à fait. Des gens et la vie des personnes en fait. Et c'est quelque chose de très très préoccupant. Et lorsqu'on est dans la spiritualité justement, et l'idée d'intervenir et de prendre sur soi, de modifier, il faut vraiment que la personne vous demande votre aide et que vous soyez confiant dans le fait de pouvoir lui apporter un conseil, mais sans non plus aller trop loin. C'est c'est une affaire de déontologie. Absolument. Alors, chers amis, il nous reste moins de 10 minutes. On a une question pour Charles. De la part d'Olivier qui mentionne la franc-maçonnerie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de franc-maçonnerie. Vous avez fait le lien entre la voie initiatique de la maçonnerie et le tarot. La question là, elle est différente. Olivier nous demande de quelle place occupent les arts divinatoires dans le milieu de la franc-maçonnerie. Parce que c'est une question qui a du sens. Ok, c'est une question sensée. Je dirais que la maçonnerie tourne autour de son propre culte et de ses propres voies, et du méthode et la méthode maçonnique, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc on est invité en maçonnerie à développer la connaissance de soi et de la manière dont on communique effectivement avec autrui. Bon, ça c'est le principe. Si vous avez des maçons qui ne travaillent pas, ils avanceront nulle part. Ça c'est une évidence. On peut leur démontrer des tas de trucs, leur apporter et d'ailleurs des loges qui sont d'ouvrages. Peut-être des loges qui sont plus ouvertes Il y a des loges de recherche. Il y a des loges de recherche. Il y a certainement des loges qui peuvent faire un effort momentané. Je ne pense pas que même une loge qui s'appellerait d'un grand nom d'un grand devin, Nostradamus par exemple, je ne pense pas qu'ils auraient finalement au bout du compte suffisamment à s'occuper dans cette direction. Vous avez un thème annuel qui peut demander 3-4 travaux sur d'érudition sur la question, si le vénérable qui dirige la loge peut être intéressé par la chose. Mais globalement, c'est quelque chose d'hétérogène à la collection de symboles qui est pratiquée, enfin dans l'investigation est pratiquée aux 3 premiers degrés, parce que ensuite dans les degrés supérieurs dont je me suis occupé dans l'autre bouquin là, dans les degrés supérieurs, vous avez une recherche beaucoup plus profonde et beaucoup plus ésotérique. Je dois le mentionner. D'accord. Oui, on nous mentionne le nom de Oswald Wirth. Le secrétaire de Stanislas de Guetta, qui est lui-même un très très grand monsieur. Donc Oswald Wirth a écrit un bouquin qui s'appelle Le tarot des imagies du Moyen-Âge, qui est daté. Oui. Il a sorti un tarot lui-même qu'il a fait dessiner avec de très jolies couleurs violettes, dorées, enfin. Kevin est d'accord avec moi sur la valeur à apporter. Ceci dit, ça marche. Hein. Si on manipule ce tarot comme un autre, comme un Daudet, un Viéville, n'importe lequel, même un le Virus, oui. Même un Rider-Waite, ouais, on arrive à s'en sortir. On va retomber sur ses pattes avec un peu de pratique. Mais Wirth est un garçon, alors porté en haute estime d'ailleurs dans le milieu de la maçonnerie, mais qui n'a pas que dit des choses exactes. Et parfois, il a beaucoup d'inadvertance pour prendre un mot charmant, voulant dire que c'est midi à 14h, quoi. Ou 13h57, comme disait Gurdjieff. Alors, on essaye de poser le maximum de questions, donc j'en ai encore une ou deux. On nous demande ce que vous pensez du travail de Jodorowsky, qui a effectivement popularisé le tarot. Alors, c'est un contemporain. Dites seulement si vous en pensez du bien. Hein.
confrère scénariste à Métal Hurlant. Ah bah il a développé assez loin l'aspect tarot psychologique. Donc rien que pour ça, parce que il a sorti des bouquins qui sont des collections, mais par contre il a assez peu expliqué je trouve, quant à moi, son approche du tarot psychologique ou le tarot magie est très intéressant. Très intéressant. Il a avancé, il a une grosse pratique. Il a aussi une grosse clientèle, bon, c'est autre chose. Et Jodo, c'est Jodo. C'est un personnage très complexe qui fait avancer la connaissance du tarot. Et l'avis de Maslow, Robert Maslow, qui était donc un petit peu, qu'il connaissait aussi bien que moi, enfin mieux que moi, parce qu'il avait eu Jodo dans son cabinet pendant assez longtemps. Et c'était, il fait avancer le tarot. Il avancer. Il parle des choses, il fait avancer la problématique. Voilà. Kevin, quelqu'un, il est dans le panorama. Pardon? Ce que j'en pense, moi? Je demandais à Kevin ce qu'il en pensait. Du travail de Jodo? Oui. Moi, je suis très partagé. Je pense qu'il a fait un très bon travail de démocratisation du tarot. Je pense que malheureusement, il s'est pas forcément associé aux bonnes personnes pour le faire. Mais ça, c'est qu'un avis personnel. Mais c'est-à-dire que voilà, vendre un tarot comme ça a été fait. Alors, évidemment, Jodo, lui, avait un côté un peu plus pragmatique et cartésien. Lui, il voit l'outil, il voit la finalité, la fin justifie les moyens. Je suis tout à fait raccord avec ça. Et malheureusement, c'est un outil, son tarot, sa restauration, reconstitution, présumément d'un tarot historique, présumément du tarot originel, c'est un mensonge monstrueux. Mais lui a été embarqué là-dedans malgré lui. Ce n'est pas lui qui a décidé ça, c'était son confrère du moment. Ils ne se sont plus forcément en odeur de sainteté, mais ça les regarde. Mais voilà, le fait d'avoir vendu un tarot comme étant le tarot originel, ce qui est évidemment une ânnerie extraordinaire. Oui, moi je trouve ça à la limite de la malhonnêteté. Donc le fait d'avoir pris tout un tas de tarots, dont des tarots de Besançon, des tarots de Suisse, des tarots de Belgique, des tarots d'Italie, n'importe où, et de prendre des symboles et de les mélanger, de mettre des couleurs parfois fantaisistes et de rajouter des détails qui n'existaient sur aucun autre tarot et de dire ça c'est le tarot des origines, on l'a reconstitué, on l'a restauré. J'ai beaucoup de respect pour Jodo et pour son travail, mais pas pour son tarot. Je pense que je peux pas être plus clair que ça. D'accord, très bien. Alors, on a le temps peut-être pour une ou deux questions maximum. Élise nous demande s'il y a un lien concret et iconographique entre le tarot et l'astrologie. Alors oui, on a cherché partout dans les lames. Alors oui, bien sûr, on a la lame de la lune. Vous avez une écrivisse dedans. Vous avez un cancer, etc. Vous avez le domicile de la lune. Bon, vous avez un gars qui tient une flèche. Donc il y a le Sagittaire, etc. Donc forcément mais bon. Ça peut y être. Et puis tout est dans le tarot. Tout y est, forcément. C'est une représentation du monde, de la globalité. Donc vous trouverez tout. Kevin? Oui, je suis assez d'accord. En réalité, on peut voir énormément de choses dans le tarot. Vous avez des gens qui ont fait des analogies avec la numérologie, avec l'astrologie. Ouais, c'est numérologie. Avec l'astrologie, ça reste pas très convaincant, mais on peut trouver des trucs. Ouais. Je pense que si on a vraiment envie de chercher des choses, il est presque plus intéressant en réalité de s'intéresser entre les interrelations et les connexions entre le tarot, les archétypes du tarot et les grands mythes, la mythologie classique. Vous prenez le soleil, vous voyez Castor et Pollux, voilà, on peut voir plein de choses en réalité. Donc je pense que c'est peut-être plus intéressant de ce côté-là. L'astrologie, c'est pas très convaincant. C'est la tentation de l'herméneutisme du tarot, c'est effectivement la porte ouverte à des développements extrêmement innombrables sur d'ailleurs le livre qui se vend le mieux, les méditations sur les 22 arcanes, ce sont effectivement des méditations ouvertes sur 22 arcanes. Une fois que vous avez lu ça, vous pourriez en lire 400 pages de plus. C'est très poétique et ça parle du tarot, mais on va pas plus loin. Donc c'est effectivement la porte ouverte et la bouteille à l'encre. Très bien, messieurs. Merci infiniment à tous les deux. Merci pour votre érudition et votre bonne humeur. Excellente ambiance sur ce plateau virtuel, n'est-ce pas? Un grand merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On souhaite vous retrouver très bientôt et excellente fin de soirée. Bonsoir. Au revoir.